La première partie de la présentation audio de la lutte de Trotsky pour un parti léniniste de combats en France. Adapté de sur le Parti socialiste français, écrit par Léon Trotsky en juillet 1920. Conditions de l'admission dans la Troisième Internationale. Les social-patriotes, et leurs inspirateurs bourgeois font remarquer que les guides de la Troisième Internationale, appelés quelquefois Moscou, ou les bolcheviks, posent des exigences dictatoriales aux autres partis concernant l'exclusion de leurs membres, les changements dans la tactique, etc., comme condition à l'admission dans la Troisième Internationale. Les socialistes du centre, les Trotskiens, les longuettistes, y répètent ces accusations, dans une forme un peu délayée, en essayant de piquer au vif les sentiments nationaux des ouvriers de tel ou tel pays, en éveillant chez eux le soupçon que quelqu'un tâche de les commander du dehors. En réalité, les accusations et les insinuations de cette sorte expriment l'altération, due à la mauvaise foi bourgeoise, ou bien la non-compréhension, bourgeoisement bête, de l'essence même de l'internationale communiste, qui ne présente nullement un ensemble des associations ouvrières et socialistes existant en différents pays, mais forme une organisation internationale intégrale, et autonome poursuivant des buts définis, et exactement formulés par des moyens révolutionnaires également définis. L'organisation de chaque pays, en adhérant à la Troisième Internationale, non seulement se soumet à sa direction générale, vigilante et exigeante, mais elle acquiert elle-même le droit de prendre une part active, dans la direction de toutes les autres parties de l'internationale communiste. L'adhésion à l'internationale poursuit non les buts d'une éthique internationale, mais les tâches de combat révolutionnaire. Par conséquent, elle ne peut en aucun cas se baser sur des omissions, des malentendus ou des obscurités du langage. L'internationale communiste rejette avec mépris les conventions qui paralysaient de haut en bas les relations à l'intérieur de la Deuxième Internationale, et qui étaient basées sur le fait que les chefs de chaque parti national faisaient semblant de ne pas s'apercevoir des déclarations et des actions opportunistes et chauvines des chefs des autres partis nationaux, dans l'espoir que ces derniers leur rendront l'appareil. Les relations entre les partis socialistes nationaux n'étaient qu'une misérable reproduction des relations entre les diplomaties bourgeoises à l'époque de la paix armée. C'est justement grâce à cela que, au moment où les généraux capitalistes ont rejeté la diplomatie capitaliste, le mensonge conventionnel diplomatique des partis fraternels de la Deuxième Internationale a été remplacé par le militarisme ouvert de ses chefs. La Troisième Internationale est une organisation de l'action révolutionnaire de l'insurrection prolétarienne internationale. Les événements qui se déclarent prêts à entrer dans la Troisième Internationale, mais s'insurgent, en même temps, contre l'imposition du dehors, des conditions de cette entrée, démontrent par cela même leur entière inutilité, et leur incapacité du point de vue des principes et des méthodes d'action de la Troisième Internationale. La création d'une organisation de la lutte pour la dictature du prolétariat n'est possible qu'à la condition que, dans la Deuxième Internationale, ne seront admises que les collectivités qui sont pénétrées du véritable esprit de l'insurrection prolétarienne contre la domination de la bourgeoisie, et qui, par conséquent, sont intéressées elles-mêmes à ce que, dans leur milieu aussi bien que dans le milieu des autres collectivités politiques et professionnelles qui travaillent avec elles, soient absents non seulement les traîtres et les délateurs, mais aussi les sceptiques sans volonté, ces éléments des éternelles hésitations, ces semeurs de panique et de confusion dans les idées. Et on ne peut y arriver que par un nettoyage continuel et obstiné de ces rangs des fausses idées, des fausses méthodes d'action, et de leurs porteurs. Les conditions que la Troisième Internationale pose, et continuera à poser à toute organisation qui entre dans ses rangs sont justement destinées à servir ce but. Je le répète, l'Internationale communiste n'est pas un ensemble des partis ouvriers nationaux. Elle est le Parti communiste du prolétariat international. Les communistes allemands ont le droit, et sont obligés de demander carrément la raison pour laquelle Turati se trouve dans leur parti. Les communistes russes ont le droit et sont obligés, en examinant la question de l'admission dans la Troisième Internationale des social-démocrates indépendants d'Allemagne et du Parti socialiste français, de poser les mêmes conditions qui, de leur point de vue, garantiront notre parti international contre la liquéfaction et la décomposition. Mais toute organisation qui entre dans l'internationale communiste acquiert, à son tour, le droit et la possibilité d'une influence active sur la théorie et la pratique des bolcheviks russes, spartakistes allemands, etc., etc., dans sa réponse, qui épuise la matière, adressée au parti indépendant allemand,
la comité exécutif de l'Internationale communiste identifie, en principe, les indépendants allemands avec les longuettistes français. C'est absolument vrai. Mais, lorsque la question touchant le Parti socialiste français est posée d'une façon plus pratique, il est nécessaire, à côté des traits fondamentaux de ressemblance, d'établir également les différences. Le fait que le Parti socialiste français a marqué, dans son ensemble, des aspirations vers la Troisième Internationale, amène par lui-même, de prime abord, des craintes naturelles. Ces craintes ne peuvent qu'augmenter, si l'on compare, d'une façon plus positive, la situation du socialisme en France, avec sa situation en Allemagne. La vieille social-démocratie allemande s'est divisée actuellement en 3 branches. 1. La social-démocratie ouvertement gouvernementale et chauvine d'Hébert-Schedman. 2. Le parti indépendant dont les chefs officiels essaient de rester dans les cadres de l'opposition parlementaire, pendant que les masses brûlent se jetaient dans une insurrection ouverte contre la société bourgeoise. Et 3. Le parti communiste faisant partie de la Troisième Internationale. En examinant la question de l'entrée du parti indépendant dans la Troisième Internationale, nous constatons d'abord la non-conformité susmentionnée entre la conduite des chefs officiels et les aspirations des masses. Cette non-conformité est le point d'application de notre levier. En ce qui concerne la social-démocratie de Schedman, qui passe actuellement, avec la formation d'un gouvernement purement bourgeois, à la semi-opposition, il n'est pas même question, pour nous, d'admettre ce parti dans la Troisième Internationale ou d'entrer, dans une mesure quelconque, en pourparler avec lui. Cependant, le Parti socialiste français n'est nullement une organisation équivalente au Parti indépendant allemand dans son état actuel, car aucune scission ne s'est produite dans le Parti socialiste français, et les Hébert, Schedman, et Noske français conservent tous leurs postes responsables. Pendant la guerre, la conduite des chefs du Parti socialiste français n'a pas été pour un iota au-dessus de la conduite des social-traîtres allemands les plus patentés. La trahison de classe a été ici, comme de l'autre côté, également profonde. Quant aux formes de son expression, du côté français elles ont été encore plus criardes et vulgaires, que dans le camp de Schedman. Mais alors que la social-démocratie indépendante allemande avait rompu, sous la pression des masses, avec ses Schedman, M. Thomas, Renaudel, Varenne, Samba, etc., reste, comme par le passé dans les rangs du Parti socialiste français. Ce qui est pourtant le plus essentiel, c'est la manière véritable, effective, pratique des guides officiels du Parti socialiste français de considérer la lutte révolutionnaire pour la prise du pouvoir. Guidé par des longuettistes, le Parti socialiste non seulement ne se prépare pas à cette lutte par tous les moyens d'agitation et d'organisation, ouvertement ou clandestinement, mais au contraire, en la personne de ses représentants, il suggère aux masses la pensée que l'époque actuelle de désorganisation et de ruine économique n'est pas favorable à la domination de la classe ouvrière. En d'autres termes, le Parti socialiste français, sous l'impulsion des longuettistes, impose aux masses ouvrières une tactique de passivité et d'attente, leur inculque la pensée que la bourgeoisie, aux époques des catastrophes impérialistes, est capable de sortir le pays de l'état du chaos économique et de la misère, et de préparer de cette façon les conditions favorables pour la dictature du prolétariat. Il est inutile de dire que si la bourgeoisie réussissait, ce qu'elle ne peut réussir en aucun cas, c'est-à-dire la renaissance économique de la France et de l'Europe, le Parti socialiste français aurait encore moins de raisons, de possibilités et d'intérêts, qu'il n'en a aujourd'hui, pour appeler le prolétariat au renversement révolutionnaire de la domination bourgeoise. En d'autres termes, dans sa tactique capitale, le Parti socialiste français guidé par des longuettistes, joue un rôle contre-révolutionnaire. Il est vrai que, contrairement à l'exemple du parti de Schedman, le Parti socialiste français est sorti de la Deuxième Internationale, mais si l'on prend en considération que cette sortie a été entreprise sans aucun préjudice à l'union avec Renaudel, Thomas, et tous les autres serviteurs de la guerre impérialiste, il devient parfaitement clair que pour une partie très considérable des représentants du socialisme officiel français, la sortie de la Deuxième Internationale n'a rien de commun avec le reniement de ses méthodes, mais n'est qu'une simple manœuvre faite pour continuer à tromper les masses des travailleurs. Pendant la guerre, le Parti socialiste français s'opposait avec une telle obstination au socialisme, rien de Schedman, qu'alors qu'il est devenu très malaisé, non seulement pour Longuet, Mistral, Pressman,
et autres partisans du centre, mais même pour Renaudel, Thomas, Varenne, de rester dans le cercle de la Deuxième Internationale, face à face avec Hébert, Schedman, et Noske, comme s'ils étaient dans une communion d'idées très étroite avec ces derniers. De cette manière, la sortie de la cuisine de Huysmans était dictée au socialisme officiel français par les suites de sa position patriotique. Il est vrai qu'il a fait tout son possible pour donner à son refus patriotique d'une collaboration immédiate avec Noske et Schedman l'air d'un geste dicté également par l'internationalisme. Mais la phraséologie des résolutions de Strasbourg ne saurait non seulement abolir, mais même atténuer la valeur du fait que dans les rangs de la majorité de partis de Strasbourg ne figurent pas les communistes français, mais que tous les chauvins connus s'y trouvent. Le parti indépendant d'Allemagne, opposé comme organisation à la social-démocratie patriote, est forcé de mener contre ces dernières une lutte ouverte idéologique et politique dans la presse et dans les réunions, et par cela même, malgré le caractère archi-opportuniste de ses journaux et de ses chefs, il collabore à rendre révolutionnaires les masses des travailleurs. En France, au contraire, nous observons ces derniers temps un rapprochement croissant entre l'ancienne majorité et l'ancienne minorité longuettiste et la suppression, entre elles, de toute lutte idéologique, politique et organisationnelle. Dans ces conditions, la question de l'adhésion du Parti socialiste français à la Troisième Internationale présente encore plus de difficultés et de dangers que celle de la social-démocratie indépendante allemande. Nous devons poser au Parti socialiste français, en tant qu'il soulève actuellement, sur un terrain pratique, la question de son entrée dans la Troisième Internationale, des questions absolument claires et nettes, définies par les considérations exposées ci-dessus. Il n'y a que les réponses franches et nettes, confirmées par le parti, c'est-à-dire, en fait, par la partie responsable de celui-ci, qui peuvent prêter un contenu réel à la question de l'entrée du Parti des socialistes français dans l'organisation communiste internationale. Ces questions pourraient être, par exemple, les suivantes. Reconnaissez-vous toujours, comme par le passé, pour le Parti socialiste, le devoir de la défense nationale à l'égard de l'État bourgeois? Considérez-vous comme admissible de soutenir la République bourgeoise française dans ses conflits militaires possibles avec d'autres États? Trouvez-vous admissible le vote de crédit militaire aussi bien actuellement que dans le cas d'une nouvelle guerre mondiale? Renoncez-vous catégoriquement au mot d'ordre si traître de la défense nationale? Oui ou non? Considérez-vous comme admissible la participation des socialistes, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, au gouvernement bourgeois? Considérez-vous comme admissible un appui, direct ou indirect, prêté au gouvernement bourgeois par la fraction socialiste du Parlement? Trouvez-vous possible de souffrir plus longtemps, dans les rangs de votre parti, les gens indignes qui vendent leur service politique au gouvernement capitaliste, aux organisations du capital, à la presse capitaliste, en qualité d'agent responsable de la Ligue de brigands, appelée la Ligue des Nations? Albert Thomas, de rédacteur de la presse bourgeoise, à Varennes, d'avocat ou de défenseur parlementaire des intérêts capitalistes, Paul Boncourt, etc., etc. Oui ou non? Vu la violence exercée par l'impérialisme français sur une série de peuples faibles, et surtout sur les peuples coloniaux arriérés de l'Afrique et de l'Asie, considérez-vous comme votre devoir une lutte irréconciliable avec la bourgeoisie française, son parlement, son armée, dans la question du pillage mondial? Vous engagez-vous à soutenir, par tous les moyens à votre disposition, cette lutte partout où elle surgit, et avant tout dans la forme d'une insurrection ouverte des peuples coloniaux opprimés contre l'impérialisme français? Oui ou non? Considérez-vous comme nécessaire l'ouverture immédiate d'une lutte systématique et sans merci contre le syndicalisme officiel français, qui s'est orienté entièrement du côté de la concorde économique, de la collaboration des classes, du patriotisme, etc., et qui remplace systématiquement la lutte pour l'expropriation révolutionnaire des capitalistes au moyen de la dictature du prolétariat par un programme de la nationalisation des chemins de fer et des mines par l'État capitaliste? Considérez-vous comme un devoir pour le Parti socialiste de soulever dans une liaison étroite avec Loriot, avec Monat, avec Rosmet dans les masses ouvrières, une agitation énergique dans le but de nettoyer le mouvement professionnel français de Jouot, Dumoulin, Mérin, et autres traîtres à la classe ouvrière? Oui ou non? Trouvez-vous possible de souffrir dans les rangs du Parti socialiste,
les prédicateurs de la passivité qui paralysent la volonté révolutionnaire du prolétariat, en lui inculquant la pensée que le mouvement actuel n'est pas favorable pour la dictature. Considérez-vous, au contraire, comme de votre devoir de dénoncer aux masses ouvrières, la tromperie d'après laquelle le mouvement actuel, dans l'interprétation des agents de la bourgeoisie, convient toujours uniquement à la domination de la bourgeoisie, avant-hier, parce que l'Europe traversait la période d'une puissante montée industrielle, qui faisait baisser le nombre des mécontents, hier, parce qu'il s'agissait de la défense nationale, aujourd'hui, parce qu'il faut guérir les plaies causées par les exploits de la défense nationale, demain, parce que le travail reconstructeur de la bourgeoisie aura amené une nouvelle guerre, et, avec elle, le devoir de la défense nationale. Pensez-vous que le Parti socialiste doit commencer sans retard une véritable préparation sociologique et organisatrice de la poussée révolutionnaire contre la société bourgeoise, dans le but de s'emparer, dans le temps le plus court, du pouvoir d'État? Oui ou non?